Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Le nom de l'empereur romain Néron est très connu à cause des péplums et des bandes dessinées. Il évoque la tyrannie, la démesure et, pire que tout, le matricide. Mais à bien y regarder, les choses sont plus nuancées que ça. Néron a bien été un enfant gâté, taillé pour gouverner par une mère toute puissante. Mais il était aussi un artiste qui avait une vision esthétisante du pouvoir. Ce goût de la démesure l'a fait passer pour un tyran aux yeux des Romains qui ont fini par lui faire payer ses excès. C'est son histoire passionnante et pleine de rebondissements que je vais vous raconter dans un récit en 2 parties. Néron, itinéraire d'un empereur gâté. Épisode 1. Un enfant pour régner. Nous sommes le 19 mars 59 après Jésus-Christ, à Baïa, dans la baie de Naples. Néron s'est retiré dans une des villas balnéaires impériales pour célébrer la fête de la déesse Minerve. Cette année, il a invité sa mère. Ça fait 4 ans qu'il est brouillé avec elle. Agrippine a toujours été une femme ambitieuse qui s'est servie de son fils pour exercer le pouvoir. Mais maintenant, Néron s'est émancipé. Il est un empereur apprécié, il est temps d'oublier les vieilles rancœurs. Après le dîner, Néron escorte sa mère jusqu'au débarcadère de la villa impériale. Pour fêter leur retrouvailles, il tient à lui offrir un nouveau bateau. L'équipage est prêt. L'impératrice mère peut monter à bord pour regagner sa villa. Pour lui dire au revoir, Néron embrasse chaleureusement sa mère. Tous les invités en sont témoins. Et puis, Agrippine monte à bord et le navire s'éloigne du rivage dans la nuit. Mais le bateau n'arrivera jamais à destination. L'aube n'est pas encore levée en ce 15 décembre 37 après Jésus-Christ. Dans le palais impérial d'Axium, situé au bord de la mer Tyrrhénienne, personne n'a dormi de la nuit. La sœur de l'empereur Caligula, Agrippine la jeune, est en train d'accoucher de son premier enfant et les choses ne se passent pas bien. Le bébé se présente par les pieds. C'est un mauvais présage. La sage-femme joue la carte de la prudence. Elle ne tire pas sur les petits pieds qui pendent hors du corps maternel. Au contraire, elle invite Agrippine à pousser plus fort. La sage-femme voit le sexe du bébé avant sa tête. C'est un garçon. En l'apprenant, Agrippine retrouve des forces. Caligula, son frère, n'a pas d'héritier. Ce petit garçon pourra donc devenir un jour l'empereur de Rome. Pour connaître l'avenir du bébé, Agrippine convoque des voyants qui lui font une étonnante prédiction. L'enfant régnera mais tuera sa mère, ce à quoi elle répond qu'il me tue pourvu qu'il règne. 7 jours plus tard, comme le veut la tradition, le petit garçon est reconnu par son père qui l'appelle Lucius Domitius Aenobarbus. Ce n'est que plus tard qu'il prendra le nom de Néron. De retour à Rome, Néron est délaissé par ses parents. Son père préfère courir les filles et sa mère passe son temps au palais où elle intrigue pour faire de lui l'héritier de Caligula. Néron est élevé par 2 nourrices aimantes, Églogée et Alexandria, 2 esclaves qui resteront toute leur vie à son service. Protégé par ses 2 mères de substitution, il aurait pu vivre une enfance heureuse, mais un premier drame va sonner le glas de son insouciance. Le 27 octobre 39 après Jésus-Christ, l'empereur Caligula découvre que sa sœur Agrippine, la mère du futur Néron, est à la tête d'un complot contre lui. Mais son plan a mal tourné. Elle est exilée sur la minuscule île de Ponza en mer Tyrrhénienne où elle n'a plus qu'à attendre la mort. Quelques mois plus tard, c'est le père de Néron qui meurt brutalement d'une maladie cardiaque. Le petit garçon est confié à Domitia, l'une de ses tantes paternelles. Chez elle, Néron grandit dans une ambiance joyeuse et décontractée. Un acteur et un barbier lui servent de pédagogue. Dans le monde romain, ça signifie que Néron reçoit une mauvaise éducation. Pire, il prend le goût de la fête, du théâtre et de la mode. Ce n'est pas vraiment ce que la société attend d'un aristocrate.
Lorsque l'empereur Caligula est assassiné en 41 après Jésus-Christ, son oncle Claude lui succède. Le nouvel empereur souffre d'une maladie congénitale. Il est bègue, il boite, il bave un peu, il est considéré comme la honte de la famille. Et pourtant, cet homme s'avère être un remarquable administrateur. Pour montrer que la tyrannie de Caligula est terminée, Claude rappelle les personnes exilées par son prédécesseur. De retour à Rome, Agrippine récupère son fils. Néron n'a pas vu sa mère depuis presque 2 ans, il a 3 ans et demi. Pour lui, Agrippine est une inconnue. Elle est aussi une mère froide, mais attentive. Elle donne de bons précepteurs à son fils et lui martèle qu'un jour, il régnera sur l'Empire romain. Néron grandit convaincu d'être le centre du monde. Le nouveau mari de sa mère, Crispus Passienus, est un millionnaire passionné de courses de chevaux. C'est à ses côtés que Néron découvre l'univers bouillonnant des courses de chars. Il apprend aussi à monter à cheval et devient vite un cavalier hors pair. C'est d'ailleurs à cheval que Néron va vivre une expérience décisive. Néron a 9 ans lorsque l'empereur Claude organise des jeux à la gloire de la jeune génération de la famille impériale. Les princes défilent dans le cirque à cheval sous les vivas du peuple. Le petit garçon est très fier sur son fougueux destrier qu'il dirige sans peine malgré son jeune âge. À côté de lui, Britannicus, le fils de l'empereur Claude et de l'impératrice Messaline, fait pâle figure. Ce petit garçon chétif et épileptique de 6 ans n'a aucun charisme. Pendant qu'il parade, Néron entend le peuple crier son nom et des mots d'amour. C'est sûr, un jour, il régnera. Le destin semble vouloir combler ses vœux. L'impératrice Messaline est assassinée 1 an plus tard après avoir tenté un coup d'État avec son amant contre son mari, l'empereur Claude. Agrippine en profite pour se lancer dans les intrigues de palais. Avec l'aide de Pallas, un affranchi impérial, c'est-à-dire un ancien esclave de l'empereur, elle parvient à convaincre Claude, qui est aussi son oncle, de l'épouser. Comme c'est un cas d'inceste aux yeux de la loi, un décret est passé au Sénat selon lequel les femmes ont le droit d'épouser leur oncle paternel. Voilà Agrippine impératrice et installée au palais avec son fils. Le destin s'accomplit. Du haut de ses 12 ans, Néron observe sa mère lui paver le chemin du pouvoir suprême. Elle lui donne les meilleurs précepteurs, dont le philosophe Sénèque, qui est aussi le leader d'opinion des sénateurs. Et un bon empereur gouverne toujours avec le Sénat. Par ailleurs, Agrippine isole Britannicus au point que son propre père ne le voit presque plus. Elle oblige ensuite Claude à adopter Néron afin que celui-ci devienne son fils aîné et son héritier avant Britannicus. C'est au moment de cette adoption que Néron prendra officiellement ce nom. Enfin, Agrippine fiance Néron à Octavie, la fille de l'empereur Claude. Néron devient en même temps le fils adoptif de l'empereur et son gendre, autrement dit, son seul héritier aux yeux du monde. Au bout de 4 ans, Claude commence à ouvrir les yeux sur les manipulations d'Agrippine. L'impératrice prend alors une décision tragique dans laquelle elle implique Néron, le philosophe Sénèque, et Burrus, le chef de la garde impériale. S'il faut tremper la pourpre dans le sang pour avoir le pouvoir, elle le fera sans hésiter. Nous sommes le 12 octobre 54. Il pleut depuis des heures. Pendant le dîner, Claude se plaint de maux de ventre. C'est un glouton, personne ne s'en étonne. Agrippine lui fait donner un bolet pour aider sa digestion. Le champignon aurait des vertus médicinales. Soudain, Claude perd connaissance et semble très malade. Agrippine ordonne qu'on l'emmène dans sa chambre. Elle le veillera avec ses enfants, Britannicus et Octavie. Pendant ce temps, Néron reste en compagnie de Sénèque et de Burrus. Ce qui se passe cette nuit, personne ne le sait. On ne sait même pas à quelle heure Claude est vraiment mort. En fin de matinée, la pluie cesse enfin. Burrus rassemble la garde impériale devant le palais. Il est rejoint par Sénèque et le jeune Néron âgé de 17 ans. Il annonce la mort de Claude
et demande à l'armée d'acclamer le nouvel empereur. Tout semble si évident. Claude a manifestement été empoisonné par Agrippine avec la complicité de Burrus, de Sénèque et de Néron. La suite des événements s'enchaîne très vite. Après l'armée, Néron est reconnu empereur par le Sénat et par le peuple de Rome. Mais à ce stade, il n'est qu'un empereur fantoche, une marionnette aux mains de sa mère Agrippine qui dirige l'empire à travers lui. À 17 ans, Néron ne rêve que de sortir avec ses amis. Il ne se rend pas compte de ce qui se joue autour de lui. Il est convaincu d'avoir, de sa propre confession, la meilleure mère. Sénèque et Burrus, fatigués de prendre leurs ordres d'une femme, montent Néron contre sa mère. Pour l'aider à se rebeller, ils lui mettent dans les pattes une jeune et belle affranchie nommée Actée. Elle éveille Néron au sexe et fait passer en douceur les messages de Sénèque et de Burrus. Alors, Néron commence à s'opposer à sa mère. Fini la régence. Maintenant, c'est à lui de régner. Agrippine ne l'entend pas de cette oreille. Elle le menace. Elle l'a fait empereur. Si elle le voulait, elle pourrait mettre Britannicus à sa place. Évidemment, elle n'a pas l'intention de le faire. Elle veut juste lui faire peur. Mais son fils va réagir d'une manière terrible qu'elle ne pouvait pas anticiper. Néron est empereur depuis 4 mois quand il fait donner un dîner de famille au palais. L'ambiance est détendue, la conversation légère, le vin délicieux. Et puis, le jeune Britannicus commence à se sentir mal. Soudain, ses yeux se révulsent, son corps se tord. Tout le monde se fige. Seul Néron semble calme. Britannicus fait encore une de ses crises d'épilepsie, qu'on le ramène dans sa chambre. Agrippine dévisage son fils. Elle a compris. Britannicus ne reparaîtra pas au dîner. Il meurt dans la soirée. A-t-il été empoisonné ? A-t-il fait une rupture d'anévrisme à cause d'une crise d'épilepsie ? Personne ne le saura jamais. Néanmoins, comme Claude, il est mort au bon moment. Et en plus, Néron se rend compte pour la première fois qu'il est capable de terroriser sa mère qu'il croyait toute puissante. La suite est une escalade de violence. 1 mois plus tard, Néron chasse sa mère du palais. Elle est exilée dans Rome. Néron se sent ivre de pouvoir. Il a enfin le sentiment d'être empereur. Il ne voit pas qu'il est manipulé par plusieurs de ses proches. Désormais, Néron laisse le gouvernement au philosophe Sénèque et à Burrus, le chef de la garde prétorienne, pendant qu'il batifole entre les bras d'Actée. Les soirées se passent en longs dîners pendant lesquels les excès de vin favorisent toutes les débauches. C'est pendant l'un de ces dîners, alors que Néron est déjà ivre, que son vieil ami, le comédien Paris, un intime de sa tante Domitia, vient lui révéler un secret. Agrippine est en train de fomenter un coup d'État contre lui. Elle s'apprête à le destituer et à donner le pouvoir à son petit cousin Rubellius Plautus. Elle pourra ainsi le manipuler à sa guise et enfin exercer le pouvoir à travers lui. Néron est pris de terreur. Il est convaincu que sa mère est assez éperdue de pouvoir pour faire un coup d'État contre lui. Il la croit capable de tout. Non, il la sait capable de tout. Épouvanté, Néron convoque Burrus et Sénèque. Il exige la condamnation à mort immédiate de sa mère pour crime de lèse-majesté. C'est au tour du militaire et du philosophe d'être épouvanté. Il ne croit pas Agrippine capable d'un coup d'État contre son fils. En revanche, les Romains ne toléreront jamais un empereur matricide. Burrus trouve un compromis. Il va accompagner Néron avec une escorte en armes chez sa mère. Si elle ne trouve pas les bons arguments pour prouver son innocence, elle sera exécutée. Après avoir marché dans la nuit dans les rues du Palatin, la garde pénètre avec fracas dans la maison de l'impératrice. Les esclaves rallument les lampes et sortent leur maîtresse du lit. Quand Burrus lui explique de quoi elle est accusée, elle demande à se défendre et accepte la règle du jeu. À son procès, elle sera sa propre avocate. Néron écoute le plaidoyer d'Agrippine sur les devoirs et l'amour d'une mère. À présent, il faut prendre une décision. Faire couler le sang maternel ou oublier cette histoire.
Burrus se tourne vers l'empereur, la main sur la garde de son glaive. Il attend la décision de son maître. Les lèvres de Néron s'entr'ouvrent et laissent passer un filet de voix. Épisode 2. Du sang sur les mains. Nous sommes à Rome en 55 après Jésus-Christ. Après son plaidoyer, il est assez évident qu'Agrippine n'a pas monté un coup d'État contre son fils. Néron renonce à tuer sa mère. Néron a 21 ans. Il vient de rencontrer la plus belle femme de Rome, Poppée. Cette rousse incendiaire, un peu plus âgée que lui a tourné la tête. Il rêve de l'épouser. Mais il est déjà marié à Octavie, la fille de son prédécesseur. Hors de question de divorcer. En tant que princesse, elle pourrait mener une révolte contre lui. Il lui faudrait donc se débarrasser d'elle, mais Agrippine l'en empêchera. Se séparer d'Octavie fragiliserait le pouvoir. Néron se rend compte qu'il craint encore sa mère. C'est donc d'elle dont il doit se débarrasser en priorité. Néron doit donner l'impression que sa mère est morte accidentellement. Pour écarter tout soupçon et réaliser le matricide parfait, il faut donc commencer par se réconcilier. Nous sommes le 19 mars 59 dans le golfe de Naples. Néron donne une fête en l'honneur de la déesse Minerve. Ce soir, il a invité sa mère. Il se réconcilie publiquement avec elle. Tous les convives peuvent l'attester. La mère et le fils se sont pardonnés. À la fin de la soirée, Néron fait même un cadeau à sa mère. Il la conduit sur le débarcadère de sa villa et lui offre un bateau qu'elle pourra prendre tout de suite pour rentrer chez elle. Néron embrasse sa mère chaleureusement pour lui dire au revoir. Elle monte sur le bateau et file à travers la baie de Naples, sous le ciel étoilé. Alors que le bateau arrive en haute mer, il se disloque soudainement. L'impératrice passe par-dessus bord. Elle se rend compte que les marins n'ont aucune intention de la sortir de l'eau. Elle comprend qu'elle est tombée dans un piège et se sauve à la nage. Elle parvient finalement à regagner sa villa où elle se réfugie. Lorsque Néron apprend que son plan a échoué, il envoie un groupe de marins l'achever chez elle. En voyant son meurtrier, Agrippine leur ordonne de frapper au ventre, là où elle a porté ce monstre. Elle s'écroule dans une mare de sang. Son corps est incinéré à la hâte. Néron, aidé de Sénèque, envoie un communiqué au Sénat pour annoncer que sa mère a fini par se suicider après avoir échappé à un naufrage dont elle croyait son fils responsable. À tort, bien évidemment, puisque Néron s'était publiquement réconcilié avec sa mère. Cette version officielle romanesque est sans doute fausse, mais il n'y a personne pour la contester. Dans la foulée, Néron fait assassiner sa femme Octavie au prétexte qu'elle l'aurait trompé. Il a payé un marin pour dire qu'il avait été l'amant de l'impératrice. Nous sommes au printemps 64. Néron, débarrassé de sa mère et de sa femme, se sent plus libre que jamais. Il cède à un nouveau caprice. Depuis longtemps, il rêve de monter sur scène. Il fait ses premiers pas d'acteur dans un théâtre de Naples. Normalement, la loi interdit aux aristocrates de monter sur scène parce que les métiers du spectacle sont associés à la prostitution. L'empereur est encouragé par ses amis, mais les vieux citoyens austères commencent à froncer les sourcils. S'il n'y avait que ça, les Romains indulgents s'en accommoderaient. Mais une terrible catastrophe va bientôt s'abattre sur eux. Après son triomphe au théâtre, Néron se retire dans le palais estival d'Antium au bord de la mer, là où il est né. En ce mois de juillet 64, un soleil de plomb rend l'air de la capitale irrespirable. Même la nuit, la chaleur reste étouffante. Dans la soirée du 18 au 19 juillet, un incendie prend dans le secteur du Grand Cirque, au pied de la colline du Palatin. L'air sec de l'été favorise la propagation des flammes. Les structures en bois des immeubles de 5 étages permettent une combustion efficace. Le feu passe d'immeuble en immeuble. Les Romains n'ont que des seaux à remplir aux fontaines situées au coin des rues pour ralentir l'incendie. Autant dire qu'ils sont impuissants.
Le brasier va s'arrêter de lui-même après 7 jours quand les flammes n'auront plus rien arrangé. La ville entière est réduite en cendres à l'exception des quartiers situés au-delà du Tibre, dont le Trastevere, où vivent les chrétiens. Contrairement à ce qui sera dit plus tard, Néron, qui n'était pas à Rome, n'a pas chanté sur les toits du palais en regardant la ville brûler. Depuis sa villa d'été, il organise un plan de secours, la mise en sûreté des sans-abri et l'acheminement d'eau et de nourriture. Jusque-là, l'empereur est irréprochable. Mais ce qu'il va faire après va contribuer à bâtir sa légende noire. Néron décide de reconstruire entièrement sa capitale selon ses désirs. Il prend beaucoup de décisions pertinentes. Élargissement des rues, création de coursives le long des premiers étages des immeubles pour faciliter le passage des pompiers et subventions pour que les propriétaires bâtissent leurs immeubles en pierre plutôt qu'en bois. Mais là où Néron perd pied, c'est quand il dessine les plans de son nouveau palais sobrement nommé la Domus Aurea, la maison dorée, comme le soleil. Il exproprie toutes les familles qui possèdent des terrains sur le Palatin et les collines voisines pour créer un nouveau complexe palatial gigantesque, un véritable Versailles à l'antique au cœur de Rome. Les Romains ne supportent pas la mégalomanie de Néron et la vieille aristocratie spoliée commence à l'accuser d'être le commanditaire de l'incendie. À leurs yeux, l'empereur se transforme en un tyran dont il faut se débarrasser. Néron est si occupé à bâtir son palais qu'il ne voit même pas la conjuration qui se trame juste à côté de lui. Pison, un membre de la haute aristocratie, a décidé de faire assassiner Néron le 19 avril 65. Mais les conjurés sont trop nombreux et trop bavards. Le complot est éventé 48 heures avant son exécution. Furieux, Néron ordonne une enquête. Tous les conjurés tombent comme des dominos, chacun donnant l'identité d'un autre conjuré face à la menace de la torture. Néron découvre avec horreur que plusieurs de ses amis font partie du complot. Il est haï pour avoir osé tuer sa mère, sa femme et jouer au comédien. Condamnés pour crime de lèse-majesté, les conjurés sont tous exilés ou invités à se suicider comme le veut le sens de l'honneur à l'époque. Néron est désormais un empereur détesté pour ses excès. Le 19 mars 68, jour anniversaire de la mort de sa mère, Néron apprend que Vindex, le gouverneur de Gaule, vient de faire sécession. Il a levé ses troupes et veut marcher sur Rome pour établir la République. En Espagne, le vieux gouverneur Galba s'insurge aussi, suivi par le gouverneur Claudius Macaire en Afrique. À l'annonce de ces insurrections, le premier réflexe de Néron est de composer des vers sur la situation. Dans un élan de lucidité, il décide néanmoins d'envoyer des troupes contrer celles de Vindex. Celui-ci est défait à Lugdunum, l'actuelle ville de Lyon. Mais ce n'est pas suffisant pour calmer les rebelles. Le 10 juin 68, une partie de la garde impériale pactise avec Galba, le gouverneur d'Espagne dont l'arrivée à Rome est imminente. Les courtisans ont quitté l'immense palais où règne un silence de mort. Néron se rend compte qu'il n'avait aucun ami. Seuls Épaphrodite, Phan et Sporus, 3 affranchis, lui apportent leur aide. Les 4 hommes se réfugient dans la maison de Phan, dans les faubourgs de Rome. L'empereur sait que l'armée se mettra à sa recherche pour le tuer dès que Galba sera arrivé à Rome. Dans l'Antiquité, le suicide est une noble manière de quitter la vie quand il s'agit du seul moyen de ne pas perdre la face. Néron sait ce qu'il lui reste à faire, mais il n'a aucune envie de mourir. L'empereur sort 2 couteaux attachés à sa ceinture, teste le fil de leurs lames, puis les range. Soudain, des bruits de chevaux lancés au galop l'effraient. Cette fois, c'est la bonne. Néron lève son poignard et le plante en travers de sa gorge aussi fort qu'il le peut. Épaphrodite l'aide et enfonce le poignard jusqu'à la garde. À ce moment-là, un militaire fait éruption chez Phan. En voyant l'empereur agoniser, il reste interdit. Néron s'écroule. Dans la mort, son cadavre prend une expression hideuse. Ses yeux bleu pâle ont une fixité terrifiante.
On pourrait croire que Néron était tellement haï du peuple que la foule aurait déchiré son cadavre avant d'en jeter les morceaux dans le Tibre. Eh bien pas du tout. Le peuple s'est lassé de l'empereur comédien mais ne le déteste pas. C'est l'aristocratie spoliée et rabaissée qui voulait sa mort. Mais cette aristocratie a un code d'honneur. Elle accorde à Néron une cérémonie funèbre en présence de ses vieilles nourrices, Églogée et Alexandria, ainsi que son ancienne maîtresse, la Franchiactée. Quelques décennies après sa mort, les chroniqueurs Tacite et Suétone vont relater les événements du principat de Néron. Ce sont eux qui vont peaufiner sa légende noire. C'est la fin de ce récit en 2 parties consacré à Néron. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Kelly Decroix est chargée de la communication, Héloïse Bertil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au Cœur de l'Histoire. À bientôt!